Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, cette attaque djihadiste du groupe Boko Haram qui a visé une base militaire de l'armée tchadienne située à Barka-Tolorom sur la rive du lac Tchad. Le bilan officiel est d'au moins 23 morts et 26 blessés, tandis que les opérations de ratissage sont en cours. La correspondance en début d'édition. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye limoge le porte-parole de la présidence Ousseynou Ly, militant de la première heure du PASTEF et proche d'Ousmane Sonko. Ce limogeage est perçu comme le premier acte du divorce institutionnel entre le président et son premier ministre. Notre correspondant Eliman Dao nous en dira plus. Et puis Starlink, fournisseur d'Internet propriété d'Elon Musk, continue de gagner du terrain en Afrique. Déjà présente dans une vingtaine de pays, la société s'installe au Zimbabwe et notamment dans des milliers d'écoles situées dans des villages. Le reportage en fin d'édition. Et on ouvre ce journal au Tchad, victime d'une attaque qui a visé une base militaire dans le lac Tchad dans la nuit de lundi à mardi. Une attaque attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. Le bilan officiel provisoire fait état de 23 soldats tués et 26 autres blessés évacués vers N'Djamena et qui ont reçu la visite du président Déby. On fait le point avec notre correspondante dans la capitale tchadienne, Ghislaine Alataroum. Dans un communiqué publié ce mardi, le haut commandement militaire indique aux environs de 22 h le 4 mai, des éléments de la secte Boko Haram ont attaqué une position de l'armée sur l'île de Barka-Tolorom dans la province du Lac. L'attaque aurait duré jusqu'au petit matin, faisant de nombreuses victimes. Un village situé à proximité du camp militaire aurait été pillé, puis incendié après la fuite de ses habitants. À la suite d'une riposte qualifiée de ferme, les forces tchadiennes ont repoussé l'assaut. Un nombre important d'assaillants a été neutralisé et du matériel récupéré, précise le communiqué. Le président Mahamadou Idriss Déby Itno s'est rendu au chevet des blessés évacués à N'Djamena pour y recevoir des soins. Face à la barbarie, le Tchad reste debout, uni et inflexible. L'obscurantisme ne l'emportera jamais sur la République, a-t-il écrit sur sa page Facebook, assurant que la lutte se poursuivra avec une détermination renouvelée jusqu'à l'éradication totale de cette menace. Toujours au Tchad, on a appris également par nos confrères de tchadinfo.com la libération du docteur Lamsikréo Tissembe, enlevé début avril par le groupe djihadiste Boko Haram. Chirurgien pédiatre, il faisait partie d'un groupe de ressortissants tchadiens kidnappés dans la région du lac Tchad. Le groupe djihadiste réclamait une rançon de 500 millions de francs CFA contre sa libération. Mais à ce stade, les autorités tchadiennes n'ont pas précisé si une quelconque somme a été versée en échange. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye se sépare du porte-parole de sa présidence, Ousseynou Ly, membre du PASTEF et proche d'Ousmane Sonko. Il était en poste depuis avril 2024, un limogeage décrié par les militants du PASTEF, le chef de l'État qui s'affirme de plus en plus au plan politique et affiche publiquement ses désaccords avec le parti majoritaire et au Parlement sénégalais. Il a nommé à ce poste un homme de confiance de sa coalition Diomaye Président. Les explications d'Eliman Dao à Dakar. Cette nomination est le premier acte politique posé par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye depuis sa grande interview accordée ce samedi à la presse sénégalaise. Une interview au cours de laquelle le président sénégalais a affiché ses désaccords avec le PASTEF, parti majoritaire à l'Assemblée nationale au Sénégal, ainsi qu'avec Ousmane Sonko, homme fort de ce parti. Le président Bassirou Diomaye Faye a donc décidé de nommer Abdoulaye Tine, ministre porte-parole de la présidence de la République. Abdoulaye Tine, coordinateur du mouvement des cadres de la coalition Diomaye Président. Le président Bassirou Diomaye Faye qui compte ainsi de plus en plus sur sa coalition pour s'émanciper politiquement. Je vous propose d'écouter les éclairages de cet analyste. C'est la coalition Diomaye qui est son bras politique. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le président mise sur cette coalition pour faire face à son premier ministre. On le voit déjà. Pour faire face au PASTEF, on le voit. Mais politiquement, il n'y a pas un seul parti de cette coalition qui peut aujourd'hui rivaliser avec le PASTEF. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'en sortir. Que le président a quand même l'État, il a les moyens de l'État, il a l'influence du président de la République. Le président Bassirou Diomaye Faye aura l'occasion de tester sa popularité ce samedi 9 mai. Il va animer avec la coalition Diomaye Président un meeting à Mour, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar.
En Ouganda, plusieurs organisations de la société civile ont organisé lundi une conférence de presse pour s'opposer à un nouveau projet de loi dit de protection de la souveraineté, un texte censé encadrer les financements venus de l'étranger. Mais les OSC dénoncent une atteinte à la liberté d'expression et un nouveau virage autoritaire du président Museveni. Laurent Berstecher. Militants des droits humains, journalistes et politiciens de tous bords. En Ouganda, la société civile est vent debout contre un nouveau projet de loi qui reprend en grande partie la terminologie utilisée par la Russie dans sa législation contre les agents étrangers. Je n'ai jamais vu un projet de loi aussi controversé et massivement rejeté. Être envoyé au Parlement pour être débattu si rapidement. Chers parlementaires, retirez immédiatement ce texte et renvoyez-le au gouvernement. Le projet de loi considère toute personne bénéficiant de financements provenant d'un autre pays comme des agents étrangers. Une manière, selon l'exécutif ougandais, de contrer toute tentative d'intervention externe dans le processus démocratique. Mais ses détracteurs y voient une atteinte à la liberté d'expression qui pourrait permettre au gouvernement de museler l'opposition. D'autres, dont le directeur de la Banque centrale ougandaise, s'inquiètent également des conséquences de cette loi sur l'économie, y voyant un frein aux investissements internationaux qui pourrait même empêcher les membres de la diaspora d'envoyer de l'argent à leur famille. Je demande aux membres du Parlement d'enterrer immédiatement cette loi afin de soutenir la population. C'est leur devoir de nous représenter. Face aux critiques, le président Museveni a promis la semaine dernière de modifier le texte afin de minimiser son impact sur l'économie ougandaise, avant de le présenter aux députés la semaine prochaine. Je le disais en titre, Starlink continue son expansion en Afrique. La société du milliardaire controversé Elon Musk est autorisée dans une vingtaine de pays du continent. Comme au Zimbabwe, où Starlink est devenu le 3e fournisseur d'accès à Internet, le gouvernement zimbabwéen a même déployé des antennes dans près de 8000 écoles situées dans le milieu rural, ce qui pourrait changer la vie de nombreux écoliers. Regardez le reportage de Caroline Dumais, Farid Mougano et Younis Masson. Dans cette école située à 150 km de la capitale Harare, les travaux ont duré 3 semaines. Équiper les salles de classe d'une antenne satellite Starlink permet désormais d'accéder à Internet. Le directeur de l'école, qui se plaint du manque de manuels scolaires, se félicite de cette initiative. Ses élèves pourront désormais consulter des livres en ligne et s'ouvrir au reste du monde. Avant, nous avions seulement le tableau noir et la craie. Aujourd'hui, nous disposons d'ordinateurs pour faire des recherches. Les images que nous voyons dans les manuels scolaires, il suffit maintenant de les chercher sur Google pour savoir à quoi exactement ressemble le monde. Les collégiens sont les premiers à se réjouir de ce changement. Cette jeune élève apprend avec enthousiasme à utiliser un ordinateur, car quand elle rentre chez elle, elle ne dispose d'aucun outil pour travailler. Je dois demander le téléphone de ma grand-mère pour lire et faire des recherches sur Internet. Parfois, quand je rentre de l'école, le téléphone n'a plus de batterie, ni de données. Ou alors ma grand-mère en a besoin. Pour l'association des enseignants, l'effort est louable mais insuffisant. Pour améliorer l'éducation, ils demandent plus de moyens. Lorsqu'on parle du bien-être des enseignants, c'est là que ça devient crucial. Un enseignant qui n'est pas suffisamment équipé, qui travaille dans un environnement difficile, devrait pouvoir compter sur un bon salaire comme source de motivation. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Les salaires sont très faibles, voire en dessous du seuil de pauvreté. 8000 écoles devraient être équipées comme celle d'Igava. Moins de 15% des établissements publics du Zimbabwe ont accès à Internet. On connaît les 3 finalistes du prix Marc-Vivien Fouet RFI France 24. Il s'agit des Sénégalais Lamine Camara de l'AS Monaco et Moussa Niakhaté, défenseur de l'Olympique lyonnais, ainsi que de l'excellent numéro 8 malien du RC Lens Mamadou Sangaré, auteur d'une saison formidable avec son club. Je rappelle que ce prix récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Pour savoir qui succédera au Marocain du PSG Achraf Hakimi, il faudra attendre le lundi 11 mai. En Tunisie, le film de Leila Bouzid à voix basse qui vient de sortir dans les salles aborde la question taboue de l'homosexualité.
Un pari risqué dans un contexte où de nombreux membres issus de la communauté LGBTQ vivent encore cachés dans ce pays. La réalisatrice est venue présenter son film en Tunisie pour ouvrir la discussion sur le sujet sans provocation, selon ses mots. Nos correspondants Lilia Blaise, Hamdit Lili étaient sur place dans une projection au centre-ville de Tunis. C'est un film qui aborde la question de l'homosexualité masculine, mais aussi féminine, à travers une histoire familiale et la confrontation entre plusieurs générations. Alors à Tunis, le film est projeté dans plusieurs salles et aussi dans des régions de la Tunisie. L'idée pour la réalisatrice est d'ouvrir le débat sur cette question encore taboue en Tunisie. Donc c'est un film un peu de famille qui travaille sur un espace familial avec une thématique qui est une thématique du tabou, du non-dit et comment le non-dit circule en fait, malgré que ce soit caché et tu, et crée énormément de malentendus. Et donc dans le film, petit à petit, les choses sont dites. Et je pense que le fait d'aborder ce sujet-là à travers le regard d'une grand-mère, à travers un personnage qui a été sacrifié, qui n'a pas vécu sa vie, qui a été brimé, et le sujet de la transmission intergénérationnelle et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, apporte quelque chose qui peut en fait proposer aux spectateurs tunisiens un point d'entrée, celui qu'il veut, quoi. Socialement, c'est bon d'en parler, c'est bon de mettre les points sur les i. Et encore une fois, c'est un film qui ne doit pas choquer et qui ne doit pas choquer, au contraire. Et j'ai beaucoup confiance en l'intelligence du Tunisien. La réalisatrice dit avoir voulu mêler l'intime et le politique dans ce film en espérant provoquer un débat aussi sur l'aspect juridique, puisque l'homosexualité en Tunisie est toujours pénalisée par l'article 230 du Code pénal qui criminalise l'homosexualité. Plus qu'un festival, une fusion Cotonou Couleur Jazz vient de refermer ses portes sur une édition placée sous le signe du métissage. À l'affiche de cette édition, le Sénégalais Aliou Nouad, l'haïtien Joey Oumissile ou encore Yacouba Trio qui ont prouvé que le jazz n'a pas de frontières, mariant saxophone et percussions traditionnelles. Et on va se quitter sur ces images. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue.